Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. L'Europe grande absente face à l'invasion du nord de la Syrie par la Turquie. L'accord passé hier entre la Russie et la Turquie semblerait en apporter une preuve supplémentaire. On va en reparler. Le Parlement européen en a débattu largement ce matin, ce mercredi matin. Une résolution va être votée demain. On en parle avec vous, Myriam Tekiner, vous êtes porte-parole du mouvement des femmes kurdes ici à Strasbourg. François Alfonsi, vous êtes député européen, bonjour à vous tous, bien sûr. Du groupe Régions et Peuples Solidaires, vous êtes ici au Parlement européen dans le groupe des Verts, Alliance Libre Europe. Et Stelios Kouloglou, vous êtes député grec, membre de Syriza, et vous êtes dans le groupe de la gauche unitaire européenne ici au Parlement européen. Donc, on le rappelle, mais tout le monde le sait maintenant, depuis le 9 octobre, les troupes turques et leurs supplétifs issus de différents groupes djihadistes présents en Syrie et en Turquie ont envahi le nord de la Syrie, faisant de nombreux morts parmi les civils, parmi les militaires, bien entendu, parmi les combattants kurdes. On parle de l'exode aussi de plusieurs milliers de personnes. Un cessez-le-feu provisoire a été décrété. Avant peut-être de parler de cet accord auquel j'ai fait allusion, qui a été passé hier entre Erdogan et Poutine, pouvez-vous, Myriam Tekiner, s'il vous plaît, nous dresser un peu le bilan de cette intervention militaire jusqu'à maintenant dans le nord de la Syrie? Oui. Donc l'invasion militaire turque commence par un tweet 2 jours avant de Trump qui décide de retirer ses troupes américaines de Syrie. Et donc le mercredi 9 octobre, début des bombardements, lors des premiers bombardements, un civil, un enfant de 4 ans est tué par les premiers bombardements. Donc jusqu'à maintenant, les bombardements n'ont pas arrêté. On déplore plus de 218 civils tués, dont 18 enfants, 21 à l'heure d'aujourd'hui. Plus de 200 combattants des forces démocratiques syriennes sont tombés sous la barbarie des bombardements de l'État turc. Et 300 000 personnes ont dû être forcées à l'exil, à devoir quitter leur maison et leur terre pour fuir cette violence de par les bombardements, mais aussi les milices djihadistes qui n'hésitent pas à torturer les civils Les faits dans les rues. Ont été avérés. Ont été avérés, notamment le 12 octobre, avec une politicienne kurde, Evrin Khalef, qui était secrétaire du parti Avenir pour la Syrie, et qui a été donc arrêtée lors d'un convoi sur l'autoroute M4, et qui a été donc torturée, violée, lapidée et ensuite assassinée. Et voilà, c'est un viol génocidaire qui est un message à toutes les femmes kurdes qui oseraient se retrouver en politique. Et c'est un message de haine, de violence. Erdogan ne le cache plus. Il a cette volonté d'exterminer le peuple kurde, puisque ce sont des civils qui ont été visés. Et donc l'alternative du peuple du Rojava, puisqu'il n'y a pas que des Kurdes, il y a une population arabe, assyrienne, turkmène, arménienne, qui vivait depuis donc ces 5 dernières années, après un combat féroce contre l'État islamique, où ils ont perdu 11 000 combattantes et combattants face à l'obscurantisme de Daesh, qui vivaient avec un traumatisme d'une violence inouïe et qui commençaient à retrouver la sérénité et ce sentiment de sécurité dans cette zone, et qui ont malheureusement dû faire face à une barbarie sans précédent, encore une fois, par l'État turc au Rojava, qui commence donc par une violation du droit international, puisque je tiens à le préciser, aucune force kurde n'a attaqué la Turquie. Donc c'est sur une menace, soi-disant menace, que la Turquie débute son invasion. Donc voilà. Il y avait un précédent tout de même, c'était l'occupation d'Afrin, oui. Qui était le précédent épisode. Et donc on a pu voir à Afrin toutes les exécutions sommaires, les exactions, la torture des civils qui se trouvaient à Afrin. François Alfonsi, alors on le disait, depuis la nouveauté depuis hier, c'est ce fameux accord qui a été passé entre Poutine et Erdogan, baptisé de Sotchi. Qu'est-ce qu'il contient exactement, cet accord, et qu'est-ce que ça nous laisse augurer de ce que va être, on va pas évidemment tirer des plans sur la comète, mais de ce que peut être, ne serait-ce que dans les jours qui viennent, la situation sur place par rapport à celle qui vient d'être décrite?
C'est difficile d'analyser un accord que l'on ne connaît pas vraiment et dont on peut penser qu'une partie restera secrète. Bon, c'est toujours compliqué de voir. Mais enfin, visiblement, aujourd'hui, Erdogan a l'air bloqué dans son invasion. Il avait des accents guerriers très prononcés qui montraient qu'il bousculerait les États-Unis et qu'il imposerait la force armée et la supériorité militaire de la Turquie sur toute la zone. Il est contingenté à une zone beaucoup plus étroite, celle qu'il a déjà attaquée, qui était une zone moindre peuplement de Kurdes. Donc voilà, je pense que pour lui, c'est quand même un coup d'arrêt important. Pour le peuple kurde, je pense que la situation est difficile, mais politiquement, il est, me semble-t-il, encore plus légitimé, plus fort, parce que ce qui compte quand on est dans ces conflits asymétriques, c'est comment l'opinion publique internationale réagit à la situation. Et l'opinion publique européenne en particulier, qui nous concerne, est scandalisée par le fait qu'il y a les exactions, il y a les tortures et il y a le fait de l'agression qui est intolérable, mais aussi par les conséquences que ça a pour la sécurité de l'Europe en général. Tout d'abord, il n'y a pas de sécurité pour aucune puissance dans le monde, ça ne l'a pas des alliés. Que diront nos futurs alliés sur un autre théâtre d'opération ailleurs dans le monde quand il saura que l'on abandonne notre allié kurde après un combat aussi difficile et aussi important pour l'Europe. On sait les attentats qu'il y a eu et donc on sait à quel point l'Europe est impactée par ce qui s'est passé dans la zone de la Syrie. Donc que diront ces futurs alliés comme fiabilité de l'engagement européen si nous restons les bras croisés, assistés à une volonté d'exterminer les Kurdes. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite il y a que devient la Turquie? Est-ce que c'est un pays qui glisse vers l'antidémocratie? On y est. Vers une condition de la femme de plus en plus restreinte, on y est, mais si en plus il y a les volontés expansionnistes et l'organisation d'une dictature dont la puissance est telle, ce n'est pas l'Ouganda au milieu de l'Afrique, c'est la Turquie, 100 millions d'habitants aux portes de l'Europe. Donc c'est important, si une dictature s'installe et commence à avoir des visées militaires et de vouloir imposer une puissance militaire à l'Europe avec des chantages aux réfugiés, chantage à l'islam, aux islamistes, avec des complaisances vis-à-vis du mouvement islamiste qui ont été avérés par le passé et qui manifestement continuent aujourd'hui puisque l'essentiel des forces terrestres qui sont lancées dans l'assaut sont issues des rangs des fanatiques islamistes. Donc voilà, donc c'est très inquiétant de laisser prospérer ce régime. C'est pour ça que moi j'interviens et je dis nous avons une arme en Europe qui sont les sanctions économiques et il faut immédiatement les mettre en œuvre. On va en reparler un peu plus en détail. Je me tourne vers vous, Stelios Kouloglou, vous êtes député grec, on l'a dit. Vous êtes frontalier de la Turquie et très proche du terrain des opérations. On faisait allusion effectivement à la question des migrants qui plombe aussi l'Union européenne dans cet accord qui a été passé avec Erdogan contre monnaie trébuchante pour qu'il conserve les migrants venant de Syrie, venant d'Afghanistan, etc. chez lui. On ne peut pas dire que ça soit passé de manière si simple que ça, puisque la Grèce est en première ligne, si on peut dire, sur cette question. Quelle est en ce moment l'opinion que vous avez en Grèce sur ce qui se passe très, très près de chez vous et qui engage un pays comme la Turquie, avec lequel, je répète, vous êtes frontalier? Écoutez, on a peur qu'il y aura une nouvelle vague de réfugiés, parce qu'il y a tout le monde là. Ça, c'est le premier. Le second, c'est qu'on pense que la tragédie kurde symbolise à la fois le cynisme et le chaos actuel aux relations internationales. Le cynisme parce que le peuple kurde a été trahi encore une fois, même si le peuple kurde, les femmes et les hommes, ont mené une bataille héroïque contre l'État islamiste et tout ça. Le second, c'est le chaos international. Le chaos international, c'est parce que nous avons à la fois un maître du planète, Trump, qui est complètement incontrôlable. Il fait des choses imprévisibles. Ça veut dire qu'il change toujours
ses positions. Je vous fais rappeler qu'au début de l'année, il a dit qu'il retirerait les troupes américaines de la Syrie. Puis il a changé de l'opinion. Il a dit non, non, ils vont rester une partie des troupes américaines. Après, il a retiré tous. Il a donné le feu vert au Erdogan, puis il l'a menacé. Oui, c'est ça. Et en même temps, on a l'impuissance complète de l'Union européenne face à un dictateur, presque dictateur, comme M. Erdogan. Et si M. Erdogan a maintenant quelques atouts, c'est parce que l'Union européenne a cédé à la question des réfugiés. Parce que si on aurait traité différemment le problème en disant qu'il faut localiser, répartir la responsabilité et tout ça, Erdogan n'aurait pas eu à se mener cette utile descendance tout le monde. Alors nous avons une puissance complète. Nous avons de l'hypocrisie, nous avons tous là. C'est symbolique. Et en plus, il y a aussi le problème du danger pour les peuples européens, parce que les djihadistes maintenant sont libres ou seront libres à rentrer en Europe. Faire quoi? Ça veut dire continuer les attaques et tout ça. Alors, on en parlait, il y a eu débat au Parlement européen ce matin sur ce sujet, bien entendu. On a vu un Parlement européen très lourd, une ambiance très lourde, une ambiance générale un peu d'autoflagellation, tout le monde disant oui, on trahit les Kurdes, oui, on ne peut pas faire grand-chose. Enfin, on a senti vraiment cette atmosphère qui, certains l'ont dit clairement, l'ont exprimé tout à fait clairement, en disant à quoi sert l'Union européenne et à quoi nous on sert Parlement européen face à une grosse crise comme celle-ci. J'allais dire, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette vision, de cette attitude des institutions européennes? Alors, je sais bien que on ne peut pas tout dire non plus, forcément, autour de ce plateau. Bon. Mais quel est votre jugement, la manière dont vous voyez les choses, j'allais dire, à plus forte raison aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, donc, depuis le début de l'invasion, bon, je vais quand même partir avant, puisque ça fait des années ici qu'on milite, qu'on tire la sonnette d'alarme au niveau européen, pour qu'on tourne les yeux vers la Turquie et toutes ces violations des droits de l'homme qu'il y a au sein même de la Turquie et qui continuent encore, puisque encore aujourd'hui, beaucoup de politiciens du HDP sont emprisonnés tous les jours. Oui, et puis les journalistes, intellectuels, les universitaires, les juristes, donc, etc. On a, nous, l'impression de se retrouver face à une porte fermée vis-à-vis de l'Union européenne. On a beaucoup de discours très intéressants, très peu d'actes. Très peu d'actes. Et moi, je reviens sur la question des réfugiés. On parle d'à peu près 4 millions de réfugiés, d'une menace sur 4 millions de réfugiés. Mais admettons que cette zone tampon, que toute la population se retire. On parle de 5 millions de personnes. Ces 5 millions de personnes au Rojava sont considérées par le régime et par la population syrienne comme, je veux dire entre guillemets, des traîtres, des personnes qui ont permis cette instabilité de la sécurité du pays. Donc ces 5 millions de personnes vont se retrouver sur un territoire où ils vont être persécutés aussi. Et peut-être, parce que le discours de politiciens syriens le dit déjà, en disant nous ne reconnaîtrons pas de zone Rojava, puisque nous n'oublions pas ce qu'ils ont permis et leur alliance avec les troupes américaines. Et donc, où elles vont aller, ces personnes-là aussi? Quel va être le sort de ces 5 millions? Donc, je pense qu'il faut essayer de voir plus largement et qu'il ne faut surtout pas céder au chantage de Tayyip Erdogan sur les réfugiés, puisqu'encore une fois, l'Europe a un grand pouvoir d'influer la Turquie. Et je pense qu'il y a une responsabilité européenne où ils ont fait traîner cette histoire d'adhésion de la Turquie à l'Europe. Il en a été largement question ce matin dans le débat. Puisque l'idée, c'était
de tirer la Turquie vers l'Europe pour qu'elle puisse trouver les chemins des valeurs européennes. Et en repoussant l'échéance, on a permis aujourd'hui ce rapprochement avec Poutine. Et aussi, je suis méfiante après vis-à-vis des institutions européennes en tant que franco-kurde. Je vis en Europe et j'ai peur puisque pourquoi ces institutions ont-elles été créées? Pour quel but? Et aujourd'hui, le silence assourdissant de l'Europe n'est pas bon pour les Européens aussi. Pas que sur la menace de combattants de l'État islamique qui reviennent, mais sur les Européens même et leur foi en ces institutions. Donc il est urgent que l'Europe se réveille et agisse concrètement et urgemment. François Alfonsi, on va revenir sur les sanctions possibles économiques, mais ce constat, vous le faites, vous aussi, l'Europe, dans une conjoncture comme celle-ci, devant une crise grave, finalement est quand même un peu légère, quoi. Oui. L'évolution qu'avait représentée la nomination d'un haut représentant aux affaires extérieures de l'Europe, il y a 2 mandatures maintenant, permet d'en tirer un peu le recul. Peut-être la représentante italienne a-t-elle été un peu plus offensive que la britannique qui l'avait précédée, mais on reste au niveau 1 quand la nécessité de l'Europe, c'est le niveau 10. Et on a avancé en 10 ans, on est passé de 0 à 1, mais il y a 9 échelons à franchir. Et je pense que ce conflit déclenché par la Turquie, donc de la pleine responsabilité de M. Erdogan, est l'occasion peut-être d'accélérer les choses et de franchir les étapes et de voir que cette haute autorité européenne politique extérieure est une nécessité, qu'il faut la renforcer et qu'il faut la doter d'un pouvoir décisionnel qui soit un pouvoir décisionnel qui pèse sur les théâtres d'opération, comme M. Trump a pesé par défaut, et aujourd'hui M. Poutine pèse d'une certaine façon. Alors, quelle est l'arme qui est ici entre les mains du Parlement européen? Bon, ce n'est pas les frappes aériennes. Le problème des frappes aériennes, c'est l'aviation française, l'aviation anglaise, les aviations qui sont présentes sur le terrain. Donc c'est des décisions qui forcément appartiennent aux États membres. Ce n'est pas la participation à l'OTAN, c'est encore un autre terrain. Mais la question des sanctions économiques, des relations avec la Turquie, du dialogue en panne, il est vrai, sur la possibilité d'adhésion, etc. Ça, c'est du domaine des institutions européennes, de la Commission et donc du Parlement européen pour contrôler, pour proposer, pour inciter. Et donc je crois que le Parlement européen doit annoncer aujourd'hui sa volonté de voir la politique extérieure de l'Europe prendre de la consistance. Il y a une opportunité, une occasion que malheureusement les Kurdes payent au prix lourd, mais qui est là présente aux portes de l'Europe. Et il faut montrer qu'à cette occasion, l'Europe répond présent. Et il faut que ça soit très très fort pour vraiment impressionner un pouvoir turc qui visiblement ne répond qu'au rapport de force. Alors justement, il y a une résolution qui va être votée par le Parlement européen sur cette question. Qu'est-ce qu'elle contient de fort? Est-ce que vous estimez que c'est suffisant? Elle avance le principe des sanctions. Bon, c'est un compromis. Moi, je l'aurais imaginé plus fort encore. Mais bon, malgré tout, on avance. Il y a une résolution et il y a des positions très fermes et très unanimes. Il est des fois plus important d'avoir une résolution un peu moins offensive, mais plus large, que le contraire, une résolution très offensive mais dont la majorité n'est que relative. Donc je pense que celle-là va être votée très très largement tout à l'heure, ou demain je pense, c'est demain. Et voilà, donc on progresse. Mais moi je plaide, et avec l'ensemble des députés européens qui vont former un friendship autour de la question kurde, nous plaidons pour que cette question-là soit considérée comme une vraie priorité et qu'elle donne du courage et de l'ambition à la politique extérieure de l'Union européenne. Oui, c'est-à-dire que vous pensez que ça peut être un électrochoc réellement pour les institutions européennes, spécialement pour le Parlement européen? Je ne crois pas. J'aimerais bien le croire, mais je ne le crois pas. Je pense que ici, mon expérience, c'est mon deuxième mandat, c'est qu'on parle beaucoup, mais on fait en réalité peu de choses. Et alors maintenant, en dépit de cette résolution, on parle pour l'embargo
des armes vers la Turquie. Tout le monde a dit ce matin que c'était très insuffisant. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait ici? On donne des armes, on vend des armes à la Turquie et maintenant ils tirent avec les armes qu'on a vendues. Alors c'est ça. Alors, on dit au futur on vous donne là-bas. Mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on faisait tout ce temps-là? Alors c'est quoi là? Nous sommes satisfaits que Erdogan fait la guerre et tue des gens innocents, des civils et tout ça, des enfants, avec des armes qu'on lui a déjà vendues. Non conventionnelles. Oui, alors je ne suis pas satisfait du tout. Et ça vient, écoutez, il y a ici une leadership européenne qui ne se trouve pas à l'auteur des circonstances. Il n'y a pas de gens courageux. Il n'y a pas de gens courageux dans tous les pays européens. S'il y avait des gens courageux, la question des réfugiés aurait été résolue il y a longtemps. Maintenant, on a Erdogan, on dit oh non, moi j'ouvre les robinets, alors vous avez 3 millions de réfugiés. C'est ça. Alors, je sais quoi faire. Moi, je me sens complètement incapacité à faire des choses. Ok, la résolution, je suis satisfait de ça. Je voterai en faveur, mais ça ne suffit pas? Non. Tout le monde l'a dit, ce constat que vous faites quand même tous les uns et les autres ici. J'allais dire, Meryem Tekinler, que réclament les Kurdes à l'heure actuelle? D'abord, est-ce qu'ils réclament une aide extérieure? Ils ont dit que c'était bien que l'action de la Turquie soit condamnée. Elle l'a été, dans les mots, verbalement, elle l'a été. Mais ça n'a pas été effectivement beaucoup plus loin que ça en dehors de ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Kurdes, en règle générale, qu'est-ce qui, dans ce conflit, puisque vous êtes la voix finalement d'opposition à ce conflit, qu'est-ce que vous réclamez de très précis venant de l'extérieur, spécialement de l'Union européenne? Alors déjà avec cette résolution, qui est déjà un pas, mais un grand pas quand même pour nous, militants de dénonciation des violations des droits de l'homme, ça peut être un levier pour les pays respectifs au sein de l'Europe qui puissent faire pression sur leur gouvernement, puisque membres de la coalition internationale, des membres permanents de l'ONU, qu'on puisse ensuite instaurer tout l'aspect militaire, c'est-à-dire le no-fly zone sur le Rojava. On demande maintenant, avec cet accord qu'on ne connaît pas encore exactement, qui est très brut, et où on attend donc le discours des forces démocratiques syriennes, peut-être l'intervention militaire de forces étrangères qui pourraient instaurer une stabilité au niveau de la frontière, qui pourrait garantir la paix dans cette zone, et aussi la reconnaissance du statut des Kurdes au Rojava. Il nous faut un statut, puisque par notre combat, par le combat héroïque des Kurdes au Rojava, il faut reconnaître ce statut-là pour après faciliter les échanges et l'instauration de paix au Moyen-Orient. Ça va continuer, selon vous, François Alfonsi, ce phénomène, cette mobilisation, malgré tout, qu'on sent aujourd'hui, et ce n'était pas forcément prévisible, autour de cette invasion de la Turquie, cette espèce de mobilisation, l'intérêt international qu'il y a pour cette question. Est-ce que vous pensez que ça peut durer, que ça peut être une base à partir de quoi, effectivement, se déroule aussi bien au niveau parlementaire qu'en dehors des parlements? On le voit, il y a beaucoup de manifestations aujourd'hui en Europe, par exemple. Que ça peut être une base à partir de quoi des choses changent un petit peu dans l'Union européenne? Oui, bon, moi je souhaite qu'elle change au Kurdistan et pour les Kurdes dans l'Union européenne. Et c'est des combats de long terme. Bon, malheureusement, je ne pense pas que demain matin, il va y avoir un changement total de situation. Et c'est pour ça qu'il faut de la patience dans ces choses-là. Si je regarde sur le temps un peu long, je me dis qu'il y a 15 ans, Erdogan était quand même plus fort qu'il l'est aujourd'hui, y compris vis-à-vis de sa propre opinion publique en Turquie. Et le mouvement kurde a une reconnaissance internationale qu'il n'avait pas, et qu'il a gagné, avec, notamment sur le terrain de la lutte contre Daesh. Voilà, bon, donc on est dans ce domaine et je pense qu'aujourd'hui, l'étape où nous sommes, c'est de donner à l'Europe la responsabilité, la conscience qu'elle a une responsabilité plus forte que le reste des puissances mondiales,
parce qu'elle a sa proximité, parce qu'elle a des populations kurdes, turques, etc. sur le sol européen, parce qu'elle est directement en prise avec le Proche-Orient et l'ensemble du monde musulman en général. Voilà, donc moi je pense que c'est très important aujourd'hui, cette prise de conscience que la question kurde est une question qui impacte l'avenir de l'Europe de façon très forte. Voilà, il faut continuer, on a instauré un friendship permanent au niveau du Parlement européen. C'est parce qu'on a conscience que ça ne va pas s'arrêter demain matin et que même quand les feux de l'actualité ne sont pas braqués sur cette question-là, il faut quand même travailler et faire avancer les idées. Et puis continuer également à dire ce qui se passe à l'intérieur de la Turquie. Vous y faisiez allusion. Évidemment, sans doute qu'une grande partie de la solution du problème vient de l'intérieur de la Turquie même, où à l'heure actuelle, il est très difficile, d'après ce que nous disent les correspondants, les gens qui sont sur place et avec qui on en parle, il est très difficile de savoir tout simplement ce qui se passe. C'est-à-dire que les médias sont totalement verrouillés. Donc la question fondamentale est aussi celle-ci. Continuer à dire aujourd'hui ce qui se passe en Turquie. Je vous laisse le dernier mot, Stelios Kouloglou. Écoutez, le même en ce qui concerne l'accord d'hier entre la Turquie et la Russie. Ici, il y a, à mon avis, dans le Parlement européen, il y a une manie contre la Russie. Bon. Et on voit toujours des complots et tout ça, influencer les élections européennes et tout ça. Mais quand on va à la réalité, avec l'absence de l'Union européenne, on donne la possibilité à Poutine de jouer son propre jeu. C'est ça le problème. Alors si nous voulons avoir une relation plus normale avec Poutine, il faut prendre nos propres responsabilités. Voilà, je vous remercie à vous trois. Merci beaucoup. On aura bien entendu l'occasion de revenir sur cette question, sur ce sujet qu'on suit très précisément. Merci à vous, merci beaucoup. Et merci à vous qui nous avez suivis. À bientôt. Au revoir.